Salut les Astrams. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'en plus c'est ma première vidéo sponsorisée par le médicament Pchit, j'ai plus mal, des laboratoires Drôle Pharma, parce que je vous garantis qu'à la fin de la vidéo, vous en aurez besoin. Hein, non, sans rire. On va parler de ces bestioles. Donc bon, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré. C'est ma caméra, ma ZWO ASI 224MC. Pourquoi je vais faire une vidéo spécialement sur elle aujourd'hui? Tout simplement parce que dans les mois qui se sont écoulés, j'ai fait une étude un petit peu poussée du capteur pour déterminer quels étaient les bons réglages de façon à vraiment tirer le meilleur parti de ma caméra. Et je voulais justement vous faire part un petit peu des résultats que j'ai obtenus. Et aussi, ça va servir à expliquer les petits graphiques que je vous mets là-haut, que vous trouvez en fait à chaque fois que vous voulez, que vous regardez les caractéristiques d'une caméra. Et si, comme moi, vous avez l'esprit un petit peu scientifique, mais que en informatique vous êtes un peu une bille, c'est vrai qu'effectivement, ce genre de graphique, ça peut faire peur. Donc voilà. J'ai fait le tour moi, un petit peu de toutes les vidéos que j'ai pu voir. On explique des trucs, effectivement. Mais voilà, moi je vais essayer de compiler un petit peu toutes les informations que j'ai trouvées, vous montrer l'étude que j'ai menée sur mon capteur, et au moins ça pourra vous donner des pistes si jamais vous êtes avec une autre caméra, vous pourrez un petit peu faire un petit peu le parallèle et donc appliquer ce que j'ai appliqué à la mienne à votre caméra. Allez, c'est parti, générique, on se voit après. Alors, premier paramètre qu'il faut connaître, quand on regarde justement ces quatre graphes, il y en a un déjà, le tout premier. Alors le tout premier, qu'est-ce qu'il veut dire? Le tout premier, en fait, il introduit un paramètre. Alors, je vais déjà revenir sur un truc. Chaque graphique, en fait, est lié. C'est-à-dire que quand vous trouvez une information dans un, vous aurez la même échelle des abscisses pour l'autre. C'est-à-dire que l'échelle des abscisses, donc l'horizontale, dans ce sens-là pour vous, ça sera mieux hein, quand même, c'est en gain. Donc c'est fonction du gain de votre caméra. Donc alors, je parle bien de gain, G-A-I-N, en minuscule. Vous verrez pourquoi c'est important, je vous ferai le distinguo dans quelques minutes. Donc alors, revenons à nos graphiques. Le premier graphique, alors, tac, je me remonte moi sur mes graphiques quand même, hein, parce que bon, je ne les ai pas tous en tête. Alors, premier graphique, il est quand même vachement intéressant, super important. Il traduit donc l'évolution de ce qu'on appelle le FW en fonction du gain. Donc FW, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle, merci les Anglais, c'est ce qu'on appelle la Full Well Capacity. FWC. Full Well Capacity. En français, la capacité des puits de potentiel. La capacité maximum. Alors, on va faire un petit peu de vulgarisation de matériel électronique. Quand vous prenez une photo sur une caméra comme ça, donc vous avez vos rayons lumineux qui arrivent, qui traversent donc votre caméra, qui arrivent donc au niveau du capteur. Alors, votre capteur, lui, il va effectivement capter les photons, mais il faut qu'il les transforme en électrons. Alors, donc, en fait, vous avez vos photons qui arrivent,
dans des espèces de petits réservoirs, qu'on appelle donc des puits de potentiel. Et ils ont donc forcément une certaine capacité. C'est-à-dire que, allez, si on prend un petit peu de manière simplifiée, c'est comme si vous aviez des entonnoirs, voilà, avec des bouteilles en dessous, hein, et bien ces bouteilles, elles ont une certaine contenance. Si vous chargez trop, votre bouteille, elle va déborder. Là, c'est pareil. Si vous chargez trop en photons votre puits de potentiel, votre puits de potentiel il va déborder. S'il déborde, il bave. S'il bave, votre pixel, il est saturé. S'il est saturé, il est tout blanc. Vous avez une information qui est erronée. Donc, ce schéma, en fait, il traduit quoi? Il traduit que, en fonction du gain que vous avez, donc gain 0, gain 50, 60, etc., jusqu'à gain, je dis n'importe quoi, 500, vous avez donc une capacité qui est propre. Alors, premier point important, ce qu'il faut savoir, cette caméra, elle est donnée pour une FW maximum de, on le voit sur le schéma, de plus de 19,2 kilo électrons. 19 200 électrons. Bon, voilà. Alors, ça déjà, c'est la première chose à savoir. C'est-à-dire que à gain 0, ça se traduit donc sur le petit graphe, à gain 0, vous avez la capacité maximum. C'est-à-dire que si vous réglez le gain de la caméra à 0, vous avez la capacité maximum des puits de potentiel, en gros la contenance maximum en électrons. Voilà. Donc vous allez pouvoir capter le plus possible d'informations à gain 0. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire à gain 0, vous allez comprendre pourquoi après. Mais voilà, au moins déjà, on a une première information. Deuxième information qui nous est donnée donc par le deuxième schéma qui est ici. Là, on s'aperçoit, sur ce schéma-là, qu'on a, ça pourrait paraître un peu curieux de nommer ça comme ça, c'est ce qu'on appelle le gain, G-A-I-N, majuscule, en fonction du gain, G-A-I-N, en minuscule. Alors, ce n'est pas une information redondante, je vous rassure, vous allez comprendre, c'est assez simple en fait. Le gain, G-A-I-N majuscule, lui, il a une unité qui est en électrons par ADU. ADU, on va passer vite fait sur ce que c'est globalement l'information captée par votre capteur convertie en numérique. Analogique Digital Unit, ADU. Voilà. Ceux qui ont les connaissances en électronique, si vous pouvez m'en dire un peu plus, je suis preneur, mettez un commentaire ou vous mettez un post sur la page Facebook de la chaîne et je serai ravi d'en apprendre un peu plus. Je fais vraiment les choses simples, pour ça on verra après. Complexité, on verra plus tard. Donc voilà, le gain G-A-I-N majuscule, il s'exprime en électrons par ADU. Le gain G-A-I-N minuscule, donc qui est sur l'axe des abscisses, lui, on peut le comparer, si on compare avec de la photo numérique, de la photo argentique, aux ISO. C'est-à-dire que c'est juste en fait une amplification du signal, c'est tout. Et là, lui, il s'exprime en décibels. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, le gain, sur notre schéma, le gain majuscule, G-A-I-N majuscule, donc sur l'axe des ordonnées verticales, lui, il correspond à quoi? Qu'est-ce que ça peut traduire, donc, ce joli petit dessin, ce joli graphe? On s'aperçoit d'une chose, plusieurs éléments qui sont intéressants, mais notamment un point qui est intéressant. On a un point précis, d'ailleurs qui est mentionné sur le graphe, on a noté un endroit gain 135. Ce point-là, il est intéressant. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le gain unitaire. C'est-à-dire qu'à ce gain-ci, 135, vous avez un électron qui est converti en un ADU. Donc voilà, ça traduit un gain un peu spécifique et qui normalement
devrait être intéressant. Je précise normalement, on verra plus tard pourquoi. Voilà, donc on peut déjà donc faire un petit peu un rapport entre le second graphe et le premier. Si on reprend notre premier graphe qui est là, et qu'on se fixe à un gain de 135, comme on vient de le voir en dessous, on se retrouve avec une capacité qui est quand même fortement déjà diminuée. Une FW qui est déjà fortement diminuée. On verra plus tard. Si on s'intéresse maintenant au troisième graphe. Le troisième graphe, lui, il indique donc toujours le gain au niveau donc, des abscisses. Et au niveau des ordonnées, c'est ce qu'on appelle le dynamic range. C'est la dynamique de la caméra. Alors là, la dynamique, elle s'exprime en bits. Alors, on va passer très vite fait, sauf si vous êtes des cracks, regardez la chaîne et que vous êtes des cracks en tout ce qui concerne l'informatique et compagnie. C'est pas mon cas. En gros, plus votre caméra va avoir une profondeur de bits importante, plus vous allez pouvoir avoir de nuances de couleurs. Donc là, dans notre cas, de nuances de gris, de nuances de couleurs. Enfin, moi, c'est une caméra couleur, donc je peux toujours dématricer mes images pour obtenir la couleur. Mais voilà. Donc, c'est assez intéressant. Quand on regarde ce graphe, on s'aperçoit de deux choses. Si je travaille à gain 0, donc à gain minuscule, enfin GAIN minuscule 0, je me retrouve, attendez, je reprends mon graphe. Allez, on va arrondir à 12 bits et demi, en gros. Je ne sais pas si on peut parler de bits décimaux, j'en sais rien, je pense pas, ça m'étonnerait. Mais voilà, donc je suis vraiment la dynamique maximum de la caméra. Donc ça veut dire que c'est là que je vais avoir les performances les plus intéressantes de la caméra. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on augmente le gain, la dynamique de la caméra va chuter, jusqu'à tomber à 12 bits aux alentours d'un gain 60, voilà, à peu près. Et ensuite, c'est la caméra qui est conçue comme ça, on a un saut, et donc on retrouve notre dynamique maximum aux alentours d'un gain 60, et après avec une chute progressive jusqu'à une dynamique qui est complètement négligeable, à gain je ne sais plus combien. Mais voilà. Donc là, ça nous détermine deux gains qui peuvent être intéressants à travailler. Gain 0. Alors, je rappelle pourquoi gain 0 c'est intéressant. Parce qu'on a la capacité des puits de potentiel maximum. Et manifestement, on a aussi la dynamique de la caméra qui elle aussi est maximum. Mais on a aussi le gain 60 qui peut être intéressant parce qu'on se retrouve aussi avec une dynamique maximum. Alors, certes, effectivement, on va peut-être avoir une capacité des puits de potentiel un peu réduite, et encore, on verra plus tard, mais c'est pas mal quand même. Ensuite, le dernier graphe. Là, le dernier graphe, lui, est très important. Il est très important parce que donc, il va déterminer ce qu'on appelle le bruit de lecture en fonction du gain. Alors, le bruit de lecture, qu'est-ce que le bruit de lecture, ça, c'est une notion qui est quand même assez importante à comprendre, qui n'est pas forcément très compliquée. En gros, vous allez mettre votre caméra en marche. La caméra, c'est de l'électronique. L'électronique va forcément générer du bruit. Donc, en fonction du gain, vous allez plus ou moins obtenir de bruit. Donc, c'est tout simplement ça. Voilà. On va se contenter de ça comme explication. Plus vous avez un gain important, plus le bruit va baisser. Mais on peut remarquer quand même, pareil, je remonte sur mon graphe, on apprendra à ne pas connaître tous mes graphes par cœur. On s'aperçoit d'un petit truc. Alors, si on est à gain 0, on a vraiment un bruit de lecture qui est du feu de Dieu, qui est aux alentours de un peu plus de 3 électrons. Quand même déjà pas mal. Ça baisse relativement. Et après, quand on arrive à gain 60, boum, on a un saut. On a un saut et on passe aller de 2 électrons, un peu moins de 2 électrons et demi
à un tout petit peu plus d'1,5 électron. Donc là, pareil, ça aussi c'est intéressant de le savoir. C'est-à-dire que si vous travaillez un gain 60, vous allez avoir un bruit de lecture qui va être beaucoup moins important que si vous travaillez à gain 30 par exemple. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on peut interpréter ces cas graphiques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi après? Donc je me suis intéressé à 3 gains particuliers, 3 gains spécifiques que j'ai pu déterminer. J'en ai parlé, le gain 0. Alors, le gain 0, pourquoi il est intéressant? Là, c'est quelque chose quand même, il faut comprendre pourquoi j'ai sélectionné ces 3 gains-là. Attendez, je cherche mes petites explications. Alors, j'ai donc sélectionné 3 gains. Gain 0, gain 60, gain 135. Le gain 0. Alors, pourquoi je l'ai sélectionné? Parce qu'on a déjà la capacité des puits de potentiel maximum, donc je le rappelle, 19 200 électrons, voilà, ainsi qu'une dynamique maximum. Le gain, par contre, le gain en majuscule à ce niveau-là, à ce gain minuscule-là, à 0, c'est presque 5 électrons par ADU. C'est quand même déjà pas mal. Le bruit de lecture, il est quand même important aussi. Alors, ce réglage, il peut s'avérer utile dans différents cas. Il peut s'avérer utile, alors moi je l'ai testé pour faire de l'astrométrie. Alors, très vite fait, je vous explique l'astrométrie. Maintenant que je suis sur une monture qui peut être tout automatisée via l'ordinateur, je pilote par Nina et avant donc de le lancer dans une session, je lui dis « Mon grand, t'es bien gentil, tu pointes là où tu dois pointer, tu prends une photo, tu regardes où t'es, et si t'es au bon endroit, tant mieux. Si t'es pas au bon endroit, tu te mets des baffes et tu bouges. » Voilà, en résumé, c'est ça. Donc l'astrométrie, c'est ça. En fait, c'est juste prendre une photo d'une région donnée, en connaissant à quelque chose près les coordonnées, et après, les logiciels sont capables d'analyser la position des étoiles les unes par rapport aux autres, et donc de déterminer où est-ce qu'elles sont. Et accessoirement, de déterminer la position exacte du télescope. Alors, ça peut être à gain 0, ça marche très bien. Pourquoi ça marche bien? Parce que le bruit de lecture, on s'en fout. Hein. Si l'image est extrêmement bruitée, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. On a une capacité à capter les électrons maximum, 19 200 électrons par puits de potentiel, c'est déjà beaucoup. Et après, voilà, c'est déjà quand même intéressant. Je m'en sers aussi dans un autre cas, j'ai fait le test. J'ai fait le test sur quand j'ai besoin vraiment d'avoir ce qu'on appelle un ratio signal, un rapport signal sur bruit assez important. C'est-à-dire que dans l'univers, quand on veut photographier des objets, on a différents cas de figure. Très vite fait, hein, j'explique très vite. Les objets relativement ponctuels et très brillants. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Typiquement les planètes, les étoiles. Les objets assez brillants, mais pas ponctuels. Typiquement les amas. Et après, on a une catégorie que je vais classer un petit peu à part. Les objets diffus et pas très brillants. Et là-dedans, qu'est-ce que je mets? Là-dedans, je mets les nébuleuses et potentiellement les galaxies, mais j'ai pas encore fait le test. Je sais pas trop où je classe les galaxies. Donc moi, j'ai fait le test sur une nébuleuse. D'ailleurs, c'est la vidéo qui est sortie la dernière fois, sur la nébuleuse du Croissant, NGC 6888. Je l'ai faite à gain 0. Voilà. Donc, je vous avais promis dans la vidéo que je vous expliquerai pourquoi j'utilisais ces nouveaux réglages. Voilà, ça y est, on est en plein dedans. Alors, donc, gain 0, voilà. Pour moi, je l'ai utilisé vraiment dans ces deux cas-là. Donc, j'avais vraiment besoin, pour la nébuleuse du Croissant, d'obtenir un rapport signal sur bruit assez intéressant parce que la nébuleuse est quand même assez ténue. Et
mon ciel n'étant pas parfaitement pur, j'avais la pleine lune qui n'était pas très loin de me gêner. J'ai essayé. Je suis globalement satisfait des résultats quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas mal. Alors, ensuite, deuxième réglage que je garde, le réglage à gain 60. Pourquoi? Pourquoi je le garde celui-ci? Alors, lui, il est intéressant parce que, mine de rien, quand on y réfléchit, j'ai quand même encore une capacité de puits de potentiel correcte. Je me retrouve aux alentours de 10 000 électrons par puits de potentiel. C'est déjà divisé par 2, mais c'est quand même encore correct. Par contre, on conserve la même dynamique, le maximum, 12 bits. C'est déjà donc intéressant. Là, je me retrouve avec un gain GAIN majuscule qui est déjà quand même fortement diminué. Je me retrouve à 2,5 électrons par ADU. Donc, c'est quand même déjà une bonne chute. Alors que j'étais à presque 3 électrons, qu'est-ce que je dis, je raconte n'importe quoi. J'étais presque à 5 électrons par ADU, donc j'ai divisé par 2 à peu près. Le bruit de lecture, il est pas mal aussi, je suis à 1,5 électrons. Voilà. Alors, celui-ci de réglage, il est pas mal parce qu'il permet un bon compromis entre une capacité relativement confortable des puits de potentiel et un bruit de lecture convenable. Donc celui-ci, je vais le conserver de réglage pour, on va dire, les amas. Le planétaire, pas sûr. De toute façon, j'en fais pas du planétaire quasiment. Les galaxies, peut-être, à voir. Peut-être pour le cœur d'Andromède. Peut-être. On verra. On verra. Mais c'est un réglage qui est quand même relativement intéressant aussi. Et donc, le dernier réglage que je conserve, c'est le réglage à gain 135. 135, on en a parlé tout à l'heure, il est intéressant parce que c'est donc le gain où on a un électron converti en ADU. Donc ce gain-là permet d'avoir chaque électron est transformé en ADU, donc c'est pas mal. Par contre, il comporte quand même un inconvénient, un sacré inconvénient. La capacité des puits de potentiel est réduite. Allez, si je fais vraiment, si j'arrondis, 19 200, on va considérer que c'est 20 000. Hein, ça, c'est la capacité maximum. Là, je suis plus qu'à 4000 électrons. Donc, je perds quand même beaucoup. Mais il reste quand même intéressant. Voir, par exemple, sur là où j'ai, par exemple, un objet relativement brillant à voir. Bon. Voilà. Ça, c'était donc une étude un petit peu poussée. C'est pas forcément le truc le plus simple à comprendre, je vous l'accorde. Moi, il m'a fallu pas loin de tout l'été pour comprendre tout ça. Et je vais maintenant vous illustrer un petit peu, vous montrer un petit peu quels sont les temps de pause que je choisis et comment je fais ça. Alors, on va passer très vite fait sur un petit rappel de photo. Quand on fait de la photo astro, on va étudier pas mal de paramètres. Et il y a un paramètre qui est important, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Alors, souvenez-vous de vos cours de mathématiques et de statistiques. L'écart type, c'est globalement l'écart par rapport à une moyenne. Alors, plus l'écart type est réduit, plus l'échantillon est homogène. C'est ça. Alors, l'écart type qu'on note sigma, quand on fait de la photo, on a tout un tas de bruits. Je vous remettrai une petite animation. Donc, vous avez votre image que vous voulez obtenir. Sur cette image va venir s'ajouter le bruit de lecture, le bruit thermique, plus les défauts de votre alignement optique. Bon, alors, les défauts de l'alignement optique, ça s'élimine avec des flats. On verra ça plus tard. Bruit de lecture, bruit thermique, ça s'élimine aussi. Bon,
Donc on va pouvoir obtenir des résultats et donc il va falloir comparer l'écart type d'une certaine image de calibration à l'écart type d'une image brute auquel on aura fait un ou deux petits traitements. Alors, j'ai fait ça pour vous, hein, je l'ai fait pour cette caméra. Alors, comment j'ai procédé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la photo, le signal, quand vous allez prendre donc des photos unitaires et que vous allez les compiler, c'est ce que fait le logiciel Cyril, qu'on verra d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Le signal va augmenter comme la somme des signaux. C'est-à-dire que vous prenez le signal d'une étoile sur X photos, la somme finale, ça sera X fois la somme d'une. Voilà. Par contre, le bruit, lui aussi, il augmente, mais pas de la même façon. Le bruit, lui, il augmente comme la somme quadratique. Alors, c'est la racine carrée de la somme des bruits au carré. Bon courage pour y comprendre quelque chose. Donc, on peut établir une relation mathématique. Si je me place dans un cas particulier, ce cas particulier, on va donc pointer au zénith. Il y a moins de pollution lumineuse. On réduit vraiment le risque au maximum. Enfin, il y a moins de pollution lumineuse. Il y a moins de pollution tout court. Hein. Il y a moins de couches d'atmosphère à traverser. Il y a moins de pollution atmosphérique. Pas de lune. Donc, pas beaucoup de pollution lumineuse. Hein. Donc, soit la lune n'est pas levée, soit c'est la nouvelle lune. Au choix. C'est vous qui voyez. On peut donc établir dans des conditions particulières comme ça une certaine relation mathématique. Bon. Alors, cette relation mathématique, elle va nous servir. Elle va servir parce qu'en fait, elle nous permet d'établir un petit rapport qui va nous aider. Quand on fait de la photo, il faut essayer au maximum d'être entre 3 fois l'écart type et 5 fois l'écart type. Mais pas de n'importe quelle photo. De ce qu'on appelle un offset. Alors l'offset, j'explique ce que c'est. L'offset, prenez votre caméra, voilà, vous la mettez dans le noir complet, bon, vous la branchez hein, bien sûr, voilà, et vous lui faites faire des pauses, comme ça, autant de pauses le plus court possible. Ça correspond juste au fait de clic, elle s'allume. C'est tout. Ça va générer donc un certain bruit. Et donc sur n'importe quel logiciel de traitement, vous allez prendre un échantillon. Moi j'ai pris des échantillons de 100 pixels par 100 pixels. Et j'ai calculé ça. Donc ça m'a donné le petit tableau qui est là. Et j'ai comparé ça à des pauses unitaires. Alors j'ai fait des pauses de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes, 60 secondes, 90 secondes, 120 secondes. Voilà, j'ai fait tout ça. Et j'ai fait ça à gain 0, à gain 60, à gain 135. J'ai analysé tout ça. Ça m'a donné le tableau donc, qui est là. Et donc ça m'a permis de déterminer des temps de pause qui collent en fonction des gains. Donc je sais que pour mon cas particulier, sous le ciel que j'ai ici en région lyonnaise, un petit peu en retrait de la ville, je sais que si je décide de faire une pause, enfin de faire une session à gain 0, et ben je sais que si je vais être dans la moyenne entre le 3 sigma et le 5 sigma, c'est ça d'avoir un emploi du temps de ministre, on est dérangé toutes les 3 secondes. Hein. Alors c'est du démarchage, donc bon. Qu'est-ce que je disais? Des âneries.
Oui, non, je disais. Si jamais je suis à gain 0 et que je veux faire donc des pauses à gain 0, si je veux rester dans la valeur entre 3 et 5 sigma, il va falloir donc que je pose soit 60 secondes, soit 90 secondes. Si je fais en dessous, ben, ça ne servira pas à grand chose. Si je fais au-dessus, je vais cramer les données. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Donc ce petit tableau traduit quoi? Si je suis en dessous de 3 sigma, c'est-à-dire donc au-dessus des lignes, enfin des colonnes rouges, enfin des cadres rouges, ça veut dire que je ne pose pas assez longtemps. C'est-à-dire que le capteur ne va pas être capable de faire ressortir un maximum de détails. Par contre, si je suis au-dessus des 5 sigma, ça veut dire que là, je suis allé trop loin. Donc, je vais saturer mes pixels. Donc, je vais dégrader mon image. Donc, c'est pour ça qu'avec cette caméra, dans ma configuration, donc je rappelle ma configuration, une ZWO ASI 224MC, plus un télescope 150-750 sur NEQ5 Pro GoTo, le tout piloté par un PC, sous un ciel, allez, on va dire campagne avec ville pas très loin. Hein, je suis bordé entre Lyon d'un côté et Mâcon de l'autre. Ça va être un peu la galère. Voilà, je sais qu'il faut que je me cantonne à ce qui est ici. Voilà. Donc, comme je vous disais, prenez un pchit G plus mal. Hein, voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. La vidéo était quand même bien dense. J'espère qu'elle est claire. Hein, je sais pas. Je ferai peut-être des petits rajouts, des petits trucs comme ça si jamais je vois que c'est pas clair ce que je dis. Mais en attendant, si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous me posez la question. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Je ne prétends pas tout connaître. L'électronique et moi, on n'est pas copains. Les mathématiques et moi, je peux me débrouiller. Par contre, voilà, si vraiment vous cherchez des réponses, je peux peut-être éventuellement vous aider un petit peu à comprendre tout ça, au moins à éclaircir un petit peu la situation. Voilà, en tout cas, reposez-vous bien après avoir vu la vidéo, hein, vous allez en avoir besoin. Moi, je vous dis à ciao les astrams et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Allez, salut!